Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 6 de mes explorations programmatiques. Alors je suis toujours sur le Rustbook et donc on va continuer avec le chapitre 6 sur les énumérations et le pattern matching. Alors, on y va. Donc, je vous avais déjà dit à la fin de l'épisode précédent, moi je connais surtout ça sur le nom de... alors, voilà, je lis l'anglais et le français et du coup ça me fait un peu bugger. euh, des types de données algébriques. Et donc, en fait, ça correspond aux énumérations, mais une version un peu enrichie des énumérations dans lesquelles on peut glisser des données. Alors c'est ce qui est expliqué dans le bouquin. Euh, donc dans le chapitre d'après, donc là ils prennent l'exemple des versions d'IP, donc il y a IPv4 et IPv6. On pourrait coder ça pour un booléen ou quoi que ce soit, mais pour être un peu plus explicite, ça c'est quelque chose de relativement classique dans d'autres langages, on peut utiliser une énumération qui va simplement avoir exactement les valeurs qui correspondent aux différents cas que l'on peut avoir, et donc voilà, ça s'appelle une énumération. Et donc ici on a deux cas, IPv4, IPv6. Voilà, donc en fait, ici on va utiliser cette notation qui apparaît à d'autres endroits dans le langage, mais là je ne vais pas en parler. Et donc on peut également écrire une fonction donc, qui va prendre cette énumération en paramètres, et donc c'est comme c'est écrit ici. Donc on voit que c'est un type qui est déclaré, comme dans les autres langages, et donc on peut instancier, enfin on peut indiquer une valeur qui a ce type-là. Et donc il y a deux valeurs qui ont ce type-là, la valeur V4 et la valeur V6. Ici, il passe à l'exemple si on veut représenter une adresse IPv4 ou une adresse IPv6, on pourrait avoir un struct qui, justement, a un champ qui indique de quelle version on parle, et ensuite un champ adresse qui serait une chaîne de caractères. Alors ça permet effectivement de faire le taf, mais on peut remarquer qu'on peut souhaiter un peu mieux, parce que la chaîne de caractères dépend en fait de est-ce qu'on est en IPv4 ou en IPv6. Et donc c'est ce qu'ils indiquent après. Une des possibilités offertes par les enums, c'est de glisser l'information avec le cas. Donc ici, on a deux cas, IPv4, IPv6. On peut dire dans le cas IPv4, voilà la structure de données que je veux. Et dans la deuxième, voilà la structure de données que je veux. Donc si on veut simplement reproduire l'API juste avant, on dit qu'on veut une chaîne de caractères dans les deux cas. Et simplement, ça oblige l'utilisateur à bien vérifier dans quel cas il est avant d'avoir accès à la donnée, comme on va le voir dans le chapitre d'après, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça parle du match. Mais on peut faire un peu mieux, on peut dire qu'on a carrément un type de données différent. Donc dans le cas d'IPv4, on a 4 nombres, et dans le cas d'IPv6, ben, il y a un format un peu plus compliqué, donc on garde le format, on garde la donnée sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc là, on voit que dans chacun des cas, ce qu'on précise, c'est quelque chose qui ressemble à un struct. Là, c'est un struct numéroté, parce que, enfin, moi, j'ai lu ça comme ça la dernière fois, les structs numérotés, donc, auxquels on accède au champ en faisant .0, .1, .2, .3. IPv4, donc là c'est deux structs numérotés. C'est la même syntaxe en tout cas. Et donc ils font la remarque qu'en fait on pourrait effectivement créer deux structs qui représentent une adresse IPv4 et une adresse IPv6 et dire dans l'enum, euh, là c'est pas le même enum que tout à l'heure, là c'est enum IP adresse, c'est pas simplement les versions d'IP. Et donc à ce moment-là on dit pour V4 voilà la structure à utiliser, pour V6 voilà la structure à utiliser. Donc tout ça, ça a des petites implications syntaxiques sur ce qu'on écrit plus tard, mais en termes de données, dans la mémoire, ça va vraiment représenter la même chose que ce qui est ici, etc. Donc là, il passe un autre exemple, un peu plus riche, dans lequel on a également plusieurs cas. Donc c'est des messages qu'on souhaite envoyer voilà, à une certaine librairie. Et donc on a 4 messages, et chacun des messages vient avec des informations supplémentaires. Donc on a envie, si on utilise les fonctionnalités du langage, si on utilise des types de données algébriques, et ben avec chaque cas, on précise les types de données associés. Donc si c'est un move, il y a un X et un Y. Si c'est une chaîne de caractères, si c'est une écriture qu'on souhaite faire, alors il faut va venir avec une chaîne de caractères. Et si on souhaite changer de couleur, va venir avec une intensité pour le rouge, le vert et le bleu. Et donc là aussi, on pourrait faire 4 trucs différents. Et d'ailleurs, donc je crois que... Voilà, donc il précise que euh, on peut faire des implémentations pour des enums également. En fait, des enums sont des types, et on peut faire des implémentations pour ces types-là.
J'allais dire peut-être une bêtise, j'allais dire on peut faire une énumération on peut faire une implémentation pour n'importe quel type. Mais, mais là, je risque de dire un truc un peu faux. En tout cas, voilà, les structs et les enums sont vraiment un peu sur un pied d'égalité. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Et donc, à peu près tout ce qu'on peut faire avec un enum, on peut faire avec un struct. Alors, je ne sais pas si c'est dit exactement ici, mais en fait, de mon point de vue, les structs sont un cas particulier d'enum. Les structs sont un cas où, en fait, on n'a qu'une seule entrée. Parce qu'on voit bien que ici, si jamais je mettais que IPv4 et que je mettais les informations associées, bah, les informations associées, je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose que ce struct-là. Et comme on peut le préciser directement ici, et donc ici, ici il y a un exemple d'un struct numéroté. Donc si j'avais qu'un seul cas, ce serait équivalent à avoir un struct numéroté, en termes de données en tout cas. Et ici, pareil, ici il y a un struct nommé qu'ils ont glissé en plein milieu. Donc voilà, ce serait équivalent à avoir à avoir un struct nommé. Donc je dirais quand même que l'enum est plus général que le struct. Le struct est un cas particulier de l'enum, mais comme c'est un cas fréquent, ben on lui donne une notation spéciale. Il y a des langages qui n'ont pas... enfin, est-ce que c'est vrai? Je crois que non. Hum, À la fin, les structs, c'est toujours un cas particulier. Ouais, bon. Je crois qu'en fait, dans tous les langages que je connais, il y a toujours un, en fait, c'est plus ou moins dit explicitement. En fonction des langages, c'est plus ou moins dit explicitement que les structs sont des cas particuliers d'enum. Et donc, il y a des langages où clairement les structs, enfin, en général, c'est appelé différemment, un peu des records, des choses comme ça, sont explicitement décrits comme étant des sucres syntaxiques pour des enums particuliers, c'est-à-dire des enums à un seul cas. Et où on souhaite facilement avoir accès aux différentes données. Et à ce moment-là, par exemple en Haskell, si je ne dis pas de bêtises, bah, il y a une syntaxe particulière, enfin, euh, vont être automatiquement déclarés ce qu'il faut pour pouvoir accéder aux différents champs, comme dans un langage dans lequel on aurait un struct, mais c'est bien précisé que c'est un sucre syntaxique au-dessus d'enum. Si, j'espère que je ne me trompe pas. Après tout, je ne prends pas beaucoup de risques. C'est à peu près ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il précise ici? Donc, c'est les histoires d'énumération. On peut aussi faire d'implémentation, on peut aussi faire des implémentations pour des enums. Alors là, il passe à un sujet qui est lié, c'est celui de la valeur nulle. Donc, on a vu dans l'épisode combien, en tout cas quand on est passé sur le chapitre 3 et qu'on a parlé des variables, ou plutôt quand on a parlé des références, voilà, ici, quand on a parlé des références, on a insisté sur le fait qu'une référence ne pointait jamais vers nul. Et que globalement la valeur nulle n'existait pas. Mais que les choses qu'on... En général, la valeur nulle, dans beaucoup de langages, c'est plus une gêne qu'autre chose, puisque c'est un pointeur invalide. Donc ça représente le fait que notre pointeur, il est invalide. Euh, Idéalement, on souhaiterait programmer sans que le pointeur ne soit valide. Enfin, on voudrait que le pointeur ne soit jamais invalide. Mais puisque c'est là, dans un certain nombre de cas, on l'utilise comme ayant une certaine signification. Par exemple, on va avoir une fonction qui va retourner un résultat, et ce résultat, ça va être soit un pointeur valide pour dire que tout s'est bien passé et que voilà le résultat, ou alors un pointeur invalide pour dire en fait, dans le cas présent, il n'y a pas de résultat. Et donc là, on voit bien qu'il y a deux cas à traiter, et la façon dont on le fait avec un langage avec des types de données algébriques, avec des enums auxquels on peut rajouter des informations, bah, c'est-à-dire qu'on dit, comme c'est écrit ici, qu'on a simplement deux cas. Le cas où on n'a pas de résultat, none, on n'a aucun résultat, et sum, c'est on a un résultat, et à ce moment-là, on précise lequel c'est. Euh, voilà, et ça fait très bien l'affaire, il n'y a pas besoin que le langage en rajoute la valeur nulle. Et ici, ils font une petite aparté sur le fait voilà, qu'il y a une présentation en 2009 de l'inventeur de nul, voilà, qui dit que c'est son erreur au milliard de dollars. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment une capacité qui a ensuite été mise dans tous les langages de programmation. Alors, je ne sais pas, Tony Hoare, exactement quelle est son implication dans cette valeur nulle. Ils disent que c'est l'inventeur de la valeur nulle. Ça voudrait dire que c'était antérieur au langage C. Ouais, je ne sais pas trop si on peut dire que dans le langage C, vraiment une valeur nulle.
Parce qu'en fait, c'est tellement bas niveau qu'il y a juste toutes les valeurs et voilà. Mais je me demande si ça correspond pas plutôt à Java. Ouais, bon, je prendrai le temps de vérifier ça moi-même. Et donc, donc voilà, ensuite c'est apparu dans Java. Enfin, il y a un certain nombre de langages qui l'ont et c'est voilà, il faut faire de la programmation préventive quand on a le nul. Il faut toujours vérifier est-ce que c'est pas nul qu'on a ou alors faire confiance à l'extérieur de notre fonction, enfin à l'extérieur de l'envie de du bout de code qu'on a à gérer. Être sûr que que le reste du code ne nous envoie jamais de valeur nulle et à ce moment-là ne pas vérifier nous-mêmes globalement on reporte la responsabilité sur les autres de faire cette vérification ou de s'assurer que ce cas-là ne se pointe jamais. Et dans tous les cas, ça demande une cohérence trop grande et qui devrait honnêtement ne même pas exister. Donc c'est dans ce langage et dans d'autres langages, les valeurs nulles n'existent simplement pas et ça enlève une tonne de bugs. Donc voilà, ils viennent sur le type option. C'est un type générique, puisqu'en fait on va avoir option. Donc là, il y a un tout petit peu de généricité qui est glissée, mais c'est bon, c'est un niveau relativement classique, donc tout va bien. Donc on a option T. Donc par exemple, si jamais on a une référence vers une chaîne de caractères et qu'on pourrait aussi ne pas avoir de chaîne de caractères, ce qui n'est pas la même chose que la chaîne de caractères vide, qu'on pourrait ne pas avoir de chaîne de caractères, à ce moment-là, on dit qu'on a une option string. Et à ce moment-là, soit on a none, soit on a somme suivi d'une chaîne de caractères. J'imagine que c'est l'exemple. Ouais, c'est l'exemple qu'ils prennent ici. Donc ici, si jamais on a, voilà, donc ça c'est une option euh, vers un, je sais pas ce qui est inféré, vers un nombre en tout cas, vers un usize, esize, u32, je sais pas exactement qu'est-ce qui est inféré. Là, on a une option vers une chaîne de caractères. Et donc cette variable ici, elle est non mutable. Donc ça peut paraître un peu étrange, mais si c'était une valeur mutable, ça voudrait dire que par moment, elle peut devenir nulle. Alors, par exemple, ici, ce qu'ils insistent, c'est que c'est vraiment une programmation différente. Par exemple, ici, si on essaye d'additionner x et y, alors x a été déclaré comme étant un nombre, mais y a été déclaré comme étant un nombre optionnel. À ce moment-là, on ne peut pas les additionner parce que le y, on ne sait pas quelle est sa valeur. En fait, peut-être ça correspond à none. Simplement, l'addition n'est pas définie euh, enfin, dans le cas où l'une des deux valeurs est une option. Et donc ça garantit qu'on est obligé de vérifier euh, dans quel cas on est et d'extirper la donnée avant de faire l'addition. Et donc c'est ça qui fait que tous les bugs disparaissent. C'est pas simplement un jeu syntaxique de donner un autre type, c'est le fait que comme la donnée, en fait, on différencie deux types de données. Les données où on est optionnel, puisqu'on les tag explicitement optionnel, et c'est ça qui nous donne la possibilité d'utiliser none et some, ou alors les données classiques, qui à ce moment-là n'ont pas de version invalide. Et quand on reçoit une donnée, on le reçoit avec un certain type, et donc on sait quel type on a sous la main, et donc ça nous oblige à traiter le type qu'on a sous la main. Si on reçoit un nombre directement, on peut directement additionner ce nombre parce que l'addition est définie pour les nombres. Si on reçoit un nombre optionnel, à ce moment-là, on est obligé de traiter le fait que c'est un optionnel. On n'a pas l'addition sur les nombres optionnels, donc on est obligé de regarder dans quel cas on est, prendre le nombre et à ce moment-là faire l'addition avec. Et donc ça nous oblige globalement à écrire exactement le programme que l'on devrait écrire, ou alors à spécifier directement au niveau de notre signature qu'est-ce qu'on accepte en entrée. Est-ce qu'on accepte également le cas où le nombre n'est pas défini. Donc le système de type se charge de choses qui autrement étaient gérées dans la documentation en français, et donc, enfin en français, en langage naturel. Et donc on devait lire explicitement, on lisait dans les docs euh, qu'il ne fallait pas passer en paramètres des trucs nuls, et c'était la doc qui le précisait, donc le compilateur ne le vérifiait pas du tout, il fallait faire confiance que le programmeur avait bien fait les choses. Là c'est le compilateur qui nous assure que les choses sont bien faites, et c'est génial. Alors on avance un peu, donc là on a vu comment définir les enums. Euh, je ne vais pas spécialement programmer, parce que moi ça me va. Donc là ils prennent un exemple d'un enum. Voilà, là on voit comment faire les enums. Alors typiquement sur les enums on fait des switch case en Java par exemple, pour traiter les différents cas du enum. Là on a une autre structure qu'on appelle match, parce qu'en plus de vérifier dans quel cas on est, il faut récupérer les valeurs qui sont associées. Donc là, quand il n'y a pas de valeur associée, ça ressemble vraiment à un switch case, la syntaxe est un peu différente.
Donc là, on utilise ce symbole-là pour indiquer le résultat. Et comme d'habitude, on n'est pas obligé de mettre une instruction, on peut mettre une valeur. Pareil, on peut mettre des virgules partout, même dans le dernier cas. Ça, c'est une petite note à moi-même. Ou alors, on peut mettre des instructions, indiquer ce qu'on veut retourner. OK. Voilà, c'est plutôt ce cas-là. Dans le cas où on a, où on a un des cas qui vient avec une donnée. Donc ici, la donnée, c'est un autre enum. Dans ce cas-là, il faut une façon de dire quand je suis dans ce cas, je récupère cette donnée. Ici, il suffit juste de mettre les parenthèses et de mettre un identifiant ici qui va servir de variable et qui va nommer cette donnée-là. Ce qui fait qu'ici, on peut l'afficher puisqu'on a une variable qui a été déclarée. Et pareil, si on veut gérer un cas optionnel, si par exemple on utilise un int32, bah ici, il faut matcher et dire si, voilà, si en fait il n'y a rien dans x, donc si jamais on est dans le cas none, bon, on retourne aucun résultat, on retourne none. Mais si on a effectivement une valeur, alors on fait plus 1 sur cette valeur et on la retourne. Et donc là, on reçoit bien un entier optionnel et on retourne un entier optionnel. Donc il y a un travail en plus. Ah oui, bah c'est le chapitre d'après, j'allais le mentionner. Il y a un travail en plus qui est fait par match, c'est de vérifier qu'on a traité tous les cas. C'est aussi ça qui fait qu'on fait moins d'erreurs de programmation. Si ici, naïvement, on vient d'apprendre le concept, on se dit non mais moi je veux juste additionner les nombres, donc on prend le cas où on récupère le nombre et on retourne un résultat. Ici, le compilateur va se plaindre et il va dire qu'on n'a pas couvert le cas non. Donc c'est-à-dire que les matchs vont toujours vérifier que tous les cas sont traités. Évidemment, si on a plusieurs cas à traiter ensemble, on peut le faire. Et ben voilà, c'est le chapitre d'après. Donc ici, on peut très bien dire que, par exemple ici dans un switch case, il y a toujours un dernier cas où on peut mettre default ou else en fonction des langages, il y a différentes façons de le nommer. On a toujours un cas pour dire, et pour tous les autres cas, voilà ce qu'il faut faire. On peut également faire ça ici. Donc on peut toujours utiliser ce cas-là pour se débarrasser de tout, si on veut. Mais en tout cas, ça nous oblige à le faire explicitement. Et donc ça enlève un certain nombre d'erreurs de programmation. C'est pas terminé, tiens, il y a un chapitre en plus. Ah, ok. Donc là, il y a une construction qui est donc... on voit que, et c'est un cas relativement fréquent, dans le cas du code optionnel, on a deux cas. Un cas dans lequel on souhaite faire quelque chose, un autre cas dans lequel on souhaite rien faire, en fait, globalement. Et donc comme c'est un patron qui arrive relativement fréquemment, ils ont glissé une construction pour ça. C'est-à-dire quand on a un enum, peu importe le nombre de cas qui est dans l'enum, s'il n'y a qu'un seul des cas qui nous intéresse et dans tous les autres cas on ne souhaite rien faire, c'est comme si c'était un if-else. Et donc ici c'est ce qui est fait ici, if let, et à ce moment-là on met le patron qu'on souhaitait utiliser, le motif qui est ici. On le met, on dit égal ce qu'on mettait avant. Donc là c'est pas un cas très lisible, mais globalement ici on dit si cette valeur est égale à somme 3. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Alors, on affiche ça. Et donc, c'est ce qu'on écrit ici, if let, si cette valeur est égale à ce motif-là, à ce constructeur-là. Ça s'appelle un constructeur dans beaucoup de langages, mais ici, c'est plutôt à ce cas-là. Et ben, on fait ce truc-là. On fait cette action-là. Et donc, l'ordre ici a une importance. On ne peut pas simplement mettre dans un sens ou dans l'autre, parce que cette première partie-là, le cas dans lequel on se trouve, a une particularité, c'est qu'il peut déclarer des variables. On a vu ça tout à l'heure. Et donc, si jamais on était dans ce cas-ci, où on a besoin de déclarer une variable, on a vraiment besoin de mettre d'abord le cas qu'on souhaite prendre en compte, les variables qu'on souhaite récupérer, ici on n'a qu'une seule, c'est state, égale coin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ici c'est un égal simple. Je ne me rappelle pas, tiens, je vais aller dans le playground. Je crois que c'est égal normalement pour comparer. Donc ici, je vais rajouter un affichage et je vais dire affiche-moi est-ce que black.1 égale 5. Donc normalement ça devrait afficher false. Après plein de warnings.
Ah non, oui, alors ça c'était un code que j'avais fait hier qui contenait une erreur. C'était un test que je faisais. Je supprime la ligne de l'erreur. Remove semicolon. Pareil. Donc après plein de warnings, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche bien false. Donc normalement c'est égal égal. Donc il faut vraiment pas confondre les deux concepts. Ici et c'est pour ça que le mot-clé let apparaît ici. C'est on souhaite déclarer des variables et des fois il n'y en a aucune qu'on souhaite déclarer. Mais on souhaite vérifier, on souhaite pattern matcher. Donc on souhaite mettre en correspondance avec ce motif-là le contenu de cette variable-là. Et dans le processus, ça peut déclarer d'autres variables. Ok, bon ben je vous laisse regarder ça calmement si vous en avez besoin. Moi j'en ai fait le tour. Il y a une chose peut-être sur laquelle je vous dis un mot rapidement pour que vous compreniez que voilà que j'ai pas parlé de tout. Ici, je pense qu'à un moment, il parlait du fait que on peut mettre des patrons dans des patrons. Ici, on a un enum et à l'intérieur, on a une valeur. Et cette valeur, c'est aussi un enum. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un struct, c'est un cas particulier d'un enum. Donc en fait, on a un cas qui, à l'intérieur, contient ici un enum. Et donc, ou alors d'autres données. Mais ce qu'on voit ici, et donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'il explique, mais moi je connais déjà, donc je ne vais pas insister là-dessus. Mais remarquez qu'ici, sum, c'est un cas. Donc quelque chose qu'on a le droit de mettre dans un match. D'accord? C'est une énumération de cas. Et ici, le 3 aussi, dans un certain sens, c'est aussi un cas. Le type entier, on peut considérer que chacune des valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des cas. D'ailleurs, quand on fait un switch, on peut faire un switch sur un enum, mais on peut aussi faire un switch sur les entiers. Et on peut dire, et dans les cas de ce switch, dans les cases, on peut mettre 1, 2, 3. Donc dans la même idée, il faut comprendre qu'il y a une certaine égalité entre les différents cas qu'on met dans une énumération et les différents entiers et les différentes chaînes de caractères. Et donc là, dans ce cas ici, on peut se rendre compte qu'on met, dans un certain sens, un cas dans un cas. On dit, donc ici on a une option, donc il faut indiquer sum ou none. Ici on choisit d'indiquer sum. Mais comme sum vient avec une valeur, soit je mets une variable qui me dit que je veux simplement récupérer la valeur qui est dedans et travailler avec, soit je mets un cas. Et là je peux dire que je peux être dans le cas où c'est égal à 3. Et c'est uniquement dans le cas où c'est égal à 3 qu'il faut faire l'action qui est associée. Donc on peut mettre des motifs dans des motifs. Et donc j'imagine que c'est expliqué calmement quelque part, mais moi je connais déjà tout ça. Donc je vais m'arrêter là pour ce chapitre. Je ne vais pas passer au chapitre d'après. D'ailleurs, je me fais une remarque. Là, je me dis que qu'on commence à avoir suffisamment de choses pour faire un projet. D'ailleurs, j'imagine que les projets vont pas tarder à arriver. Alors, quels sont les chapitres d'après? 7, c'est pour gérer un projet. Donc, ça parle un peu de l'accessibilité, privacy. Donc j'imagine que ça parle de comment créer un paquet, donc créer des modules et du coup rendre des choses visibles à l'extérieur du module. Donc ça va parler d'être privé ou d'être public. D'ailleurs, remarquez que jusqu'à présent, on n'en a pas du tout parlé, hein. Donc en Java, on précise tout le temps public, privé, ou enfin on peut très bien ne rien mettre, mais c'est quelque chose qu'on apprend assez vite. Ici, on n'en a toujours pas parlé, on peut faire un projet entier sans utiliser de mots-clés d'accessibilité. Alors, path for referring to an item. Ouais, donc comment on indique que quelque chose se trouve dans un module. Bridging paths into scope with the use. Donc ça, c'est l'équivalent d'import. Donc on ramène un chemin dans notre portée. Separating models into different files. Comment couper en différents fichiers. Donc là, on voit qu'on ne va pas apprendre, entre guillemets, des capacités au niveau du langage en plus. On est simplement au niveau de l'organisation du programme. Donc là, comme mon premier projet, je risque de tout faire dans un seul fichier. Ça risque de ne pas être utile. Common collections. Donc là, ouais, sûrement qu'on va devoir utiliser des vecteurs ou des listes. Là, ça revient sur string et ça parle des hashmaps. Bah oui, une fois qu'on a les hashmaps, et des vecteurs, on a tout ce qu'on utilise au jour le jour en programmation. Le reste, c'est des choses un peu
particulier aux applications qu'on a. Mais ça, c'est vraiment les trucs qu'on utilise quasiment quels que soient les domaines d'application. Et comment gérer les erreurs? Ensuite, la généricité. Donc la généricité, par contre, là, c'est vraiment une capacité en plus dans le langage. La gestion d'erreurs, je connais déjà, et c'est lié à ce qu'on raconte ici. C'est juste un peu de syntaxe en plus, et voilà, comment quitter le programme violemment, entre guillemets. Ok. Écrire des tests, c'est plutôt de l'organisation, entre guillemets. Je mets ça dans la même catégorie que les modules. Ensuite, ici, il y a le premier projet. Ok. Je me dis que je vais peut-être pas faire tout. Alors, les smart pointers, c'est vraiment un sujet important parce que c'est là qu'on parle explicitement d'allocation de ressources. Donc là, par exemple, on n'a pas vu comment faire de malloc free, on a simplement vu comment créer des données. Et en fait, toutes les données que l'on crée, si on n'utilise que ce qu'on a appris jusqu'à présent, toutes les données que l'on crée, hormis les strings, sont dans la pile. Il n'y a rien qui est alloué en mémoire. Dans le tâche, je veux dire. Donc il n'y a pas d'allocation. Et donc c'est avec les smart pointers qu'on voit arriver ça. Donc peut-être, mais peut-être que c'est lié à la généricité. Bon, je ne sais pas exactement ce que je vais faire dans la suite. C'est possible que je n'enchaîne pas tous les chapitres. Évidemment, ce que je dis ici ne m'engage à rien. Là, vous êtes dans mes explorations, hein, donc dans la partie un peu journal de ce que je fais. C'est possible que je fasse ensuite d'autres vidéos un peu plus organisées que ce que je fais ici. Mais là, c'est vraiment juste mes explorations que je vous partage. Ok. Ben, on verra ce que je fais exactement pour la suite. Mais en tout cas, à cet endroit-là, en termes de données, j'ai l'impression que, en termes de capacité du langage, euh, si on n'avait pas particulièrement besoin d'organiser notre code et d'avoir des fonctionnalités pour le niveau du test, j'ai l'impression que les chapitres les plus importants pour pouvoir faire un premier petit projet, c'est les collections classiques, error handling, generic type, mais rapidement parce qu'on risque de ne pas vraiment en avoir besoin dès le départ. Mais c'est surtout ici les smart pointers. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de faire d'allocation plus que ça si jamais on peut simplement utiliser la librairie standard, c'est-à-dire simplement les, les vecteurs, je pense. Donc, ouais, je ferai peut-être un saut directement ici. Cela dit, je comprends pourquoi au niveau du bouquin, ça doit être précisé avant, parce que en fait, là, quand on commence à importer des choses de la librairie standard, il faut savoir utiliser le mot-clé use pour pouvoir importer des choses. Mais bon, c'est pas... Bon. Je vais réfléchir un peu hors vidéo à comment je m'organise pour la suite. Je vais peut-être les parcourir hors vidéo, là, ces chapitres, pour voir si vraiment s'il y a des choses que j'ai envie de partager, mais ou garder pour moi-même plus tard. Mais je vais essayer de, peut-être, ouais, je me dis que peut-être on va faire un petit projet intermédiaire là. On commence à avoir suffisamment de choses. On a toutes les données vraiment ici. Bon, on verra comment ça va se passer. En attendant, je m'arrête ici et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.